Monsieur le ministre, Madame, Messieurs les conseillers de gouvernement, chers collègues, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, la séance est ouverte. Je vous rappelle que, comme à l'accoutumée, l'intégralité de cette séance publique sera diffusée sur le site internet du Conseil national ainsi que sur la chaîne Monaco Info. Cette séance qui a pour but de retransmettre in extenso les motivations de vote ainsi que le vote de la loi de budget rectificatif pour l'exercice 2014. Nous reprenons donc nos travaux arrêtés vendredi soir tard dans la nuit, où nous nous sommes arrêtés. Effectivement, nous avons terminé relativement tard, Monsieur le ministre. Et je vous rappelle que chacun des élus a 3 minutes pour s'exprimer et pour donner ses motivations de vote. Donc, sans plus tarder, je voudrais prendre... Et maintenant, qui souhaite prendre la parole? Monsieur Burini, Monsieur Robillon. Merci. Je vous en prie, Monsieur Burini. Merci. Dans votre réponse au rapport de la Commission des finances et de l'économie nationale, vous avez, Monsieur le ministre d'État, engagé le gouvernement sur un certain nombre de points. Votre réponse donnait suite aux interrogations et aux problèmes soulevés par le Conseil national lors des séances privées consacrées à l'étude d'un budget rectificatif 2014 dont la version initiale ne répondait pas aux attentes et aux requêtes des élus. En effet, je tiens à rappeler que vous avez inscrit sur le siège le retrait des 25 millions d'euros pour le centre d'entraînement de la Turbie, l'ajout de 20 millions d'euros pour accélérer la livraison de l'opération Langelin avant le premier trimestre 2018, la construction de parkings supplémentaires dans le cadre du projet immobilier SBM, le coup de pouce au pouvoir d'achat des personnels de la fonction publique. Vous êtes également engagé, Monsieur le ministre, à inscrire au budget primitif 2015 les crédits nécessaires au lancement, dès 2015, de 2 nouvelles opérations domaniales. Enfin, après les écritures rectificatives opérées sur le siège, le budget rectificatif 2014 est aujourd'hui à l'équilibre. Je pense que c'était important de le rappeler, ça aussi. Suite à ces annonces, ou je dirais malgré ces annonces, lesquelles répondaient aux préconisations de la Commission des finances, il me semble que 2 attitudes se sont fait jour dans l'hémicycle. Une première position consiste à penser que les intentions du gouvernement ne devraient pas se concrétiser par des actes. C'est ce qu'on appelle un vote de défiance. Il est évident qu'en ne votant pas les crédits afférents aux opérations que j'ai mentionnées et pour lesquelles le gouvernement demande à ce que nous votions les autorisations d'engagement nécessaires à leur réalisation, ces opérations ne pourraient effectivement pas voir le jour. Dans cette implacable logique, si la majorité du Conseil national devait voter contre cette loi de budget, très substantiellement rectifiée dans le sens demandé par les élus, nous serions sûrs que l'exécutif n'aurait pas les moyens des ambitions que nous avons nous-mêmes appelées de nos vœux. Une seconde attitude consiste à penser que le Conseil national, en votant en faveur de ce projet de budget rectificatif 2014, donne au gouvernement les moyens d'honorer et de matérialiser ses engagements. Engagements qui, je le rappelle encore une fois, se traduisent concrètement par des écritures budgétaires et ne sont donc pas des promesses verbales. Pour ma part, je voterai en faveur de ce projet de budget rectificatif 2014 et par là même en faveur des écritures rectifiées qui ont été proposées aux élus suite aux demandes de la Commission des finances et de l'économie nationale. Je vous remercie. Merci, Monsieur Burini. La parole est à Monsieur Robillon. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Voter pour ou contre une loi de budget est la seule alternative qui se présente à tout conseiller national. La seule, car je suis parfaitement d'accord avec Son Excellence, Monsieur le ministre d'État, qui déclarait lors de notre dernière séance publique que l'abstention sur un texte budgétaire n'est pas logique et même hypocrite, car elle laisse aux soins des autres conseillers l'adoption ou le rejet du texte budgétaire. Il y a au moins 2 niveaux d'appréciation d'un budget. Le premier est celui comptable. 1 milliard de recettes et 1 milliard de dépenses, un excédent probablement à la clôture, est un résumé simple. Il ne souffre donc aucun commentaire. Le second est la vision politique qui accompagne ce projet de loi. Le paysage est moins agréable. Le logement des Monégasques reste la préoccupation des élus de l'Union monégasque. L'inscription en catastrophe de fort crédit sur l'opération Langelin s'apparente plutôt à un rideau de fumée.
En décembre 2012, le ministre d'État s'est clairement et précisément engagé sur une livraison des appartements domaniaux de l'opération Testimonio 2 pour 2018. Malgré mes rappels et interrogations, aucune confirmation des délais de construction et de livraison n'a été prononcée. Un lapsus récent du conseiller de gouvernement pour les finances me laisse même penser que les calendes grecques sont une estimation du délai probable. La perte d'un bloc entier des Tamaris pour le logement de nos compatriotes ne me convient toujours pas. De plus, ce changement de destination conduit à un surcoût non négligeable. Aux 10 millions d'euros de la construction, le gouvernement nous a répondu qu'il fallait rajouter entre 7 et 10 millions pour permettre le changement de destination. Ce n'est pas comme cela que l'on s'occupe de loger nos compatriotes et leurs familles. Ce n'est pas comme cela qu'on optimise les dépenses publiques. La gestion du fonds de réserve de l'État pose également un problème. Le ministre vient de nous rappeler qu'il était pour un respect strict de la Constitution. Il nous a fait une exégèse précise de sa vision de l'article 14 sur les autorisations de ratification des conventions internationales. Je ne suis pas sûr qu'il puisse avoir le même ton doctrinal et péremptoire concernant l'article 37 de cette Constitution. Cet article stipule très clairement: le budget national comprend toutes les recettes et toutes les dépenses publiques de la principauté. Toutes les recettes et toutes les dépenses, cela signifie les recettes et les dépenses du budget de l'État, mais aussi toutes les recettes et dépenses du fonds de réserve. La commission consultative de placement des fonds, comme le terme consultative le précise, ne devrait être qu'une commission d'information technique et le vote devrait se faire par le Conseil national dans son entier, que ce soit en public ou plutôt, vu la matière, en commission plénière d'études avec donc un vote final. Je ne rappellerai que brièvement la proposition de notre groupe de réfléchir sur l'évolution de nos textes concernant l'amendement de la loi de budget qui a été balayé d'un revers de la main par le gouvernement et sa majorité. Ce point mériterait que l'on discute calmement sur ce sujet. Je viens de l'illustrer. Le budget n'est pas qu'une analyse comptable. C'est aussi et surtout la politique d'ensemble menée par le gouvernement qui est appréciée par les représentants de la population monégasque. Ainsi, vous l'aurez compris, je voterai contre le budget rectificatif 2014. Merci beaucoup. Merci, M. Robillon. La parole est à M. Cuqui. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, en directeur de conscience civique, vous m'avez fait la leçon sur l'abstention lors de notre dernière séance publique. Notre loi la prévoit pourtant. C'est bien pour pouvoir l'utiliser en cas de nécessité, me semble-t-il. Car les choses sont parfois plus compliquées qu'un oui ou qu'un non. S'abstenir, nous dit le dictionnaire, je cite, c'est éviter volontairement de ou se garder de faire quelque chose. Eh bien, nous y voilà. Je vais me garder de voter oui et je vais éviter de voter non. Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'à l'ouverture de ces débats, Monsieur le ministre, j'avais indiqué attendre du gouvernement un peu plus que des déclarations d'intention, certes couplées à des inscriptions budgétaires. Parce que vous aviez pris des engagements clairs lors du vote du budget primitif 2014. Parce que dépositaire de la confiance des Monégasques qui m'ont élu et de mes collègues qui m'ont confié la présidence de la commission du logement, je me dois d'orienter mon vote sur des éléments concrets. Parce que pour l'opération Langelin, nous n'avons ni échéancier, ni contrat signé avec un promoteur qui à ce jour n'est toujours pas choisi d'ailleurs. Parce que sur les opérations dites intermédiaires, dont le but était de pouvoir disposer de 40 à 60 appartements d'ici 2018, comme nous nous y étions accordés lors du primitif, je vous ai posé des questions précises. Combien d'appartements? De quel type? Quand? Questions auxquelles vous avez répondu par une promesse de réponse d'ici le primitif 2015. Enfin, parce que je ne peux pas passer sous silence le dossier de la SBL, société dont l'État est le principal actionnaire et qui joue un rôle à part dans le tissu socio-économique monégasque. Je considère que l'État ne joue pas pleinement son rôle vis-à-vis de cette société qui bénéficie d'un monopole et dont les résultats tant économiques que sociaux ne sont pas ceux que l'on serait en droit d'attendre. Quand donc le gouvernement se décidera à faire un bilan objectif de cette société, à en tirer les conséquences et à prendre les mesures adéquates? Pourquoi le gouvernement ne joue-t-il pas son rôle régalien et préfère perdre définitivement la possibilité d'agrandir le parking des Boulingrins, quitte à retarder de quelques mois les travaux du futur Sporting d'hiver, et nous proposer en échange d'ouvrir un autre chantier dans ce quartier, un chantier de plus, un chantier pourquoi? J'y reviendrai largement à l'occasion demain du vote d'une loi de désaffectation. Mais ce soir, c'est le budget rectificatif. Je m'abstiendrai donc, mais il ne tient qu'à vous, Monsieur le ministre, de changer les choses afin
avant l'examen du prochain budget primitif 2014. Je voudrais, pour conclure mon propos, vous prier de bien vouloir reconsidérer le mode de calcul de la prime exceptionnelle qu'à notre demande, vous avez accepté d'accorder à nos fonctionnaires actifs et retraités. Plutôt qu'un pourcentage du salaire qui forcément bénéficiera aux plus forts indices, préférez donc l'attribution d'un montant égal pour tous qui profiterait davantage aux plus modestes qui en ont le plus besoin. Merci, Monsieur Cuqui. La parole est à Monsieur Robineau. Et après, je n'ai plus de tour de parole. Merci. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame, Messieurs les conseillers du gouvernement, chers collègues. Quel va être mon vote à l'occasion de ce budget rectificatif 2014 ? Telle est la question. J'aurais pu voter non. Mais ce budget est, il faut le souligner, en équilibre et sera probablement excédentaire à la clôture des comptes. Ceci témoigne, je vous le concède bien volontiers, de l'efficacité de la politique de maîtrise des dépenses publiques menée par le gouvernement, mais aussi de l'effet bénéfique de l'augmentation des recettes liées à la TVA. Je pourrais voter oui. Il faut bien reconnaître, et ce n'était manifestement pas qu'un effet bénéfique de la trêve estivale, que la méthode de travail semble avoir évolué. À l'occasion de nos séances privées, nous, et par nous j'entends la majorité, avons posé un certain nombre de conditions qui, si elles n'étaient pas satisfaites, entraîneraient le non-vote du budget. Sans revenir sur l'ensemble de ces conditions, il faut bien reconnaître que certaines ont été au moins partiellement satisfaites, ce que vous évoquez à la fin de votre réponse au rapport de la Commission des finances. À cette occasion, et pour répondre aux élus de la minorité, il ne faut pas confondre ajustement budgétaire suite aux discussions préparatoires au vote du budget et le droit d'amendement budgétaire déposé en séance et soumis au vote des parlementaires. Pour autant, pour deux de ces conditions, il me semble que les réponses sont loin d'être satisfaisantes. Il s'agit des dossiers du logement et de celui du parking de 400 places supplémentaires dans le cadre du projet immobilier de la SBM. Que les choses soient claires, et je le dis publiquement sans faire de procès d'intention, j'estime que dans les deux cas, nous manquons encore d'éléments de réponse suffisants pour pouvoir se prononcer avec sérénité. Concernant le dossier du logement, l'inscription de lignes budgétaires, même s'il s'agit d'une étape importante, ne vaut pas contrat et n'engage en rien les promoteurs concernant le volume du ou des projets ou leur délai de réalisation. Que ce soit pour l'opération L'Angelin ou les petites opérations intermédiaires dont on nous parle depuis plus de 9 mois, nous n'avançons pas, le retard pris ne se rattrape pas. Or, ce qui compte pour nos compatriotes, c'est le gain net de logement et surtout la date à laquelle ils pourront en avoir l'usage. Concernant le projet immobilier de la SBM, notre demande consistait à creuser 2 étages supplémentaires de parking à l'occasion des travaux du Sporting d'hiver. En aucun cas, nous n'avions demandé de se priver de toute possibilité ultérieure de construction en condamnant d'emblée le tréfonds sous le jardin d'Espéluc. Qui plus est, je ne suis pas convaincu de la faisabilité d'un tel chantier simultanément à celui de la SBM et sauf étude préalable qui ne nous aurait pas été communiquée de sa faisabilité tout court. Ajouter un chantier au chantier ne saurait le faire avancer. Ainsi, je ne peux que m'abstenir sur ce budget rectificatif dans l'attente de nos échanges pour l'examen du budget primitif 2015. Je vous remercie. Merci, Monsieur Robineau. La parole est à Monsieur Boëri. Monsieur le ministre, autant le dire immédiatement, je voterai pour le budget rectificatif. Mais attention, que ce ne soit pas l'occasion de chloroformer ou d'anesthésier le reste de mon discours. Oui, je vote ce soir le budget rectificatif. La principale raison est que Monaco va bien et l'année va sans doute se terminer en excédent. Alors, je ne me sens pas le droit de donner la priorité aux différentes vicissitudes qui jalonnent la vie parlementaire au quotidien. Cela ne m'interdit pas, en revanche, de pointer de nécessaires pistes de progrès, car les chiffres, comme l'économie en général, sont toujours fragiles. Notre économie est en partie assise sur l'immobilier qui pourrait un jour se retourner, et chacun le sait, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Ensuite, autour de nous, l'Europe est devenue le maillon faible de l'économie mondiale et notre commerce se fait environ avec 70% de ces pays européens. Le décalage actuel des économies pourrait ne pas durer. Les deux observations notées, si la prudence est toujours salutaire, je ne suis pas omnibulé par le principe de précaution qui ailleurs freine les initiatives au lieu de les encourager. J'en viens maintenant aux nécessaires pistes de progrès. La méthode de travail entre le gouvernement et le Conseil national. Je l'ai déjà dit,
Un homme politique du pays voisin me disait que pour être entendu et être compris, il fallait répéter le même message 18 fois. J'espère ne pas être obligé de recommencer trop souvent. Mais la méthode est l'arbre qui cache la forêt. En effet, plus le Conseil national est fort, plus notre régime est fort. Or, la pratique actuelle, qui limite objectivement les prérogatives des élus, fragilise notre Constitution. Oui, certes, nous avons des réunions multiples avec le gouvernement. Oui, nous recevons pléthore d'informations. Mais tout cela arrive comme un cheveu sur la soupe. Les relations sont plutôt unilatérales que interactives. J'aurai l'occasion d'y revenir. Ce n'est pas le fait accompli, mais c'est la seringue. Au fond, c'est la même chose. Cerise sur le gâteau, si je puis dire, trop d'informations tuent les informations. Comme je suis par nature un gentil garçon, je ne crois pas une seconde que le gouvernement trouve son bonheur dans cette situation. Il y a 1000 solutions sans doute, il y en a une essentielle à mon avis, il n'est que temps d'augmenter les ressources humaines de notre Assemblée, nous devons disposer d'attachés parlementaires, non seulement pour traiter l'ensemble des questions du pays aujourd'hui, mais également pour disposer du temps pour la prospective. La démocratie a un coût. Contribuer à Monaco demain et après-demain m'intéresse et je suis certain intéresse toute notre Assemblée. Face au monde qui bouge en permanence et vite, nous devons réinventer tous les jours. Je suis mal à l'aise d'avoir toujours les yeux collés sur le pare-brise. Je serai un peu en retard. Pour conclure, faut-il rappeler, même les civilisations, excusez-moi, sont mortelles. Regardons Hong Kong et ses 7 millions d'habitants, fleuron de l'Asie, place financière hors pair, niveau de service optimum. Je vous demande de conclure, mon cher collègue. J'ai une ligne. 3. En 1997, lors de sa rétrocession à la Chine, Hong Kong pesait 18% de l'économie chinoise. Aujourd'hui, Hong Kong ne pèse plus que 3% de l'économie chinoise. C'est une mouche sur l'orteil du grand pays. Où sont les perspectives? Tous ensemble, nous devions passer du temps à les inventer. Je vous remercie. Merci. J'étais un peu long. Merci. La parole est à Madame Fresco. Et après, je n'ai plus de tour de parole, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, Madame et Messieurs le conseiller, chers collègues, la qualité de vie est essentielle au développement harmonieux de chacun, de chacune, monégasque ou résident, et nous avons pu entendre certains de mes collègues s'inquiéter du maintien de cette valeur ajoutée. Je suis un peu tracassée et dubitative devant les difficultés que vont occasionner la mise en œuvre de gros chantiers sur Monaco, qu'ils soient privés ou publics, mais je reste persuadée qu'avec des moyens supplémentaires, une coordination intelligente, le gouvernement trouvera une réponse habile à ces problèmes. En marge de ces observations, je souhaite préciser un élément sur le dossier du logement, dossier défendu par nos amis de l'UP sous la présidence de Jean-Michel Cuqui, dans le cadre du programme de la majorité. C'est ainsi que, dès ce rectificatif, nous avons demandé au gouvernement d'acter le commencement de l'opération Langelin par l'inscription d'une ligne budgétaire conséquente, traduisant à la fois la volonté de notre majorité ainsi que les coûts du gouvernement. Il en est de même en ce qui concerne la mise en place de petites opérations immobilières destinées à nos compatriotes. Certains considéreront que l'on peut toujours mieux faire, que l'on peut toujours en demander plus. Je me contenterai de demander mieux. C'est dans le même cadre que je me félicite que le calcul des charges qui impacteraient l'économie des ménages monégasques de la Tour Odéon a été revu pour devenir une dépense qui sera, je l'espère, supportable. De même, la mobilité des monégasques au sein des domaines a été encouragée par vos services. N'oublions pas que le logement des monégasques passe aussi par cette action. Je ne reviendrai pas sur les 25 millions du terrain d'entraînement de l'ASM qui n'est plus d'actualité depuis les séances privées de septembre. Quant aux fonctionnaires, agents en service et retraités, suite aux demandes insistantes des élus de la majorité, ils bénéficieront des fruits de la croissance dont je ne ferai pas la liste ce soir. Le dossier parking de l'SBM fera l'objet d'un suivi attentif de notre part dès demain, même si je considère que votre proposition de parking additionnel est tout à fait convenable. Durant les séances publiques, mes collègues et moi-même vous avons exhorté à veiller sur la priorité nationale parce que, Monsieur le Ministre, Monaco est un beau pays, les monégasques veulent pouvoir y vivre et y travailler en toute sérénité. Voter ce budget rectificatif favorablement n'est pas accorder au gouvernement un blanc-seing, mais c'est lui faire comprendre qu'il a ma confiance pour la conduite des actions en faveur du pays et des monégasques. Merci Madame Fresco. La parole est à Madame Roguignon-Vernin. Et après, je voudrais... Qui souhaite prendre la parole, s'il vous plaît? S'il vous plaît, personne d'autre ne souhaite prendre la parole?
il va bien falloir à un moment vous la preniez. Je vous en prie, madame. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, Madame, Messieurs les conseillers de gouvernement, chers collègues, malgré un certain nombre d'approches incohérentes, comme pour l'ASM, malgré des promesses pour lesquelles j'attends une concrétisation concernant en particulier le logement et la politique déterminée en faveur des fonctionnaires, par exemple, je préfère regarder plus loin et porter un regard positif, mais pas naïf, sur l'évolution des grands équilibres de ce budget rectificatif 2014. Nous l'avons dit, l'augmentation des recettes de l'État reflète une conjoncture favorable qui prouve que notre modèle économique et social est sur le bon chemin, celui de l'adaptation ambitieuse d'un Monaco qui capitalise sur ses atouts. Je n'oublie pas, malgré tout, le besoin de diversification économique des ressources de l'État que nous avons aussi évoqué lors de ces débats. Niveau dépenses, je pense là aussi que nous sommes sur le bon chemin, en particulier avec un rythme et un degré d'investissement prévus qui vont dans le bon sens. Là aussi, je rappellerai que nous espérons que ce niveau soit confirmé par des dépenses réellement réalisées. Je rappellerai aussi que nous voyons une prise en compte des demandes que j'ai pu appuyer ou formuler ici, comme pour ces mesures qui permettront de faciliter la circulation, sujet qui doit faire l'objet d'un effort constant à Monaco. Pour finir sur le domaine dont je m'occupe au Conseil national, je dirais que grâce à la bonne santé économique et financière de notre pays, l'emploi, de manière générale en principauté, a de beaux jours devant lui. Bien sûr, il y aura toujours des soubresauts et des adaptations parfois difficiles, et je pense en particulier au secteur industriel qui doit continuer de s'adapter. Mais si l'économie générale de notre pays se porte bien, alors les monégasques continueront de trouver majoritairement un travail correspondant à leur ambition légitime. Les monégasques dans le travail, justement. Je rappellerai qu'ils ont besoin de l'application de la priorité nationale à titre individuel pour nous protéger collectivement. L'avenir de notre communauté nationale est à ce prix, nous le savons bien. Plus l'économie à Monaco continuera de se développer, plus les monégasques pourront avoir le choix pour leur évolution professionnelle dans leur propre pays. C'est ce qui compte pour moi. Alors, parce que j'ai confiance dans l'économie de mon pays et que je suis optimiste pour la suite des événements, je voterai ce budget. Merci, Madame Vernin. Qui souhaite prendre la parole, s'il vous plaît? Si personne souhaite prendre la parole, Monsieur Barilaro, et ensuite... Bien, vous le ferez au fur et à mesure. Merci. Je vous en prie, Monsieur Barilaro. Merci. Monsieur le ministre d'État, Madame le conseiller de gouvernement, Messieurs les conseillers de gouvernement, chers collègues, la boucle est bouclée, pourrait-on dire trivialement. En effet, nous voici parvenus au terme du marathon budgétaire consacré à l'étude des écritures rectificatives du budget primitif 2014 que la majorité Horizon Monaco avait voté favorablement en décembre dernier. Désormais, cette même majorité pourra, Monsieur le ministre, si elle décide de voter une nouvelle fois en faveur du projet de loi numéro 925, se prévaloir d'avoir pleinement joué son rôle institutionnel, puisque, avouons-le, avant le début des séances privées du mois de septembre dernier, les choses semblaient plutôt mal engagées. Comme je le rappelais dans mon intervention de jeudi dernier, gérer les affaires d'un État ne revient pas à chercher à réaliser des bénéfices, comme pour une entreprise, mais à faire prévaloir l'intérêt général. Certes, ne pas avoir de dette publique, être en mesure d'inscrire plus de 100 millions de recettes rectifiées permet de favoriser au mieux cet intérêt général. Mais sans la vigilance, la détermination, la conviction de la majorité, sans sa volonté de voir le gouvernement s'engager publiquement sur 5 sujets importants qui constituaient autant de points de blocage, la direction donnée par l'État à ce budget rectificatif ne serait pas allée dans un sens que la majorité de la Haute Assemblée aurait pu cautionner. Il est évident que les mesures prises par le gouvernement pour répondre aux exigences du Conseil national s'interprètent différemment, en cela qu'elles correspondent à des retraits purs et simples de lignes budgétaires, comme celle du centre d'entraînement de l'ASM, à des inscriptions supplémentaires, comme celle en faveur des fonctionnaires de l'État, ou à des engagements certes substantiels, mais soumis, hélas, aux aléas du calendrier et du temps, comme les mesures prises en faveur du logement des nationaux, ou les 400 places de parking supplémentaires à construire sur le tréfonds de l'avenue des Spélugues. En revanche, force est de constater que permettre à chacune des institutions que nous représentons de jouer pleinement son rôle, de vérifier dans les faits, de maintenir un haut niveau d'échange d'informations est le seul moyen de respecter l'esprit et la lettre de notre texte constitutionnel et en l'espace de son article 66.
Le dialogue qui s'est instauré entre votre gouvernement et le Conseil national est le gage et le garant du bon fonctionnement de nos institutions. Il écarte les tentatives d'une partie de l'opposition de vouloir pour la Haute Assemblée des pouvoirs élargis et l'introduction de l'amendement budgétaire. La majorité Rosan-Monaco refuse et refusera toute dérive parlementariste de notre régime. Enfin, je note avec satisfaction que vous annoncerez dans les prochains jours la transformation de la proposition de loi numéro 212 en projet de loi, ce dont je vous remercie et me félicite au nom de l'ensemble des élus. En souhaitant le maintien de cet état d'esprit, je m'engage à voter en faveur de ce budget rectificatif. Je vous remercie. Merci, M. Barilaro. Qui souhaite prendre la parole? Il va bien falloir que vous preniez la parole. Donc, ou alors, M. Elena, je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les conseillers du gouvernement, chers collègues, durant ces 2 jours d'étude du budget rectificatif, les débats ont été longs et constructifs. Monsieur le Ministre, vous l'aurez compris, pour Renaissance, la défense de la priorité nationale est notre cheval de bataille. Il est grand temps de se doter des moyens pour que la priorité nationale devienne effective. J'insiste, car la priorité nationale effective, ça signifie 2 choses. Premièrement, quand un monégasque a les compétences suffisantes pour un poste, ce poste doit lui revenir. Deuxièmement, que la priorité nationale effective doit s'appliquer non seulement lors de l'embauche, mais aussi lors des promotions. C'est une question de survie pour notre communauté. L'autre sujet d'inquiétude de Renaissance concerne le fonds de réserve constitutionnel et surtout la diminution de ses liquidités. Car ne l'oublions jamais, le fonds de réserve constitutionnel est le garant ultime de notre indépendance. Durant ces 2 jours, de nombreuses questions et problèmes ont été soulevés sur des divers sujets, comme l'environnement, le patrimoine, l'éducation, le sport et surtout le logement. Aujourd'hui, je suis convaincu, Monsieur le Ministre, que votre gouvernement et vous-même allez nous apporter rapidement des réponses et des solutions. Monsieur le Ministre, vous avez toute ma confiance. Je vous remercie. Merci, Monsieur Elena. Qui souhaite prendre la parole? Presque 9 élus ont parlé, donc il reste encore 14 élus, avec moi compris. Chers collègues, c'est pas très... Vous êtes... Monsieur Ficini, je vous en prie. Je veux bien me dévouer, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, Madame et Messieurs les conseillers du gouvernement, chers collègues, nous voici arrivés au terme de ces débats du budget rectificatif 2014. C'est l'heure du vote et aux motivations qui l'accompagnent. Comme je l'ai rappelé au terme de mon intervention de politique générale, la majorité a changé sa méthode dans l'approche et l'étude des budgets, qu'ils soient primitifs ou rectificatifs. Il semblerait que cette méthode porte ses fruits. Au-delà des résultats obtenus par la majorité, soyez certain, Monsieur le Ministre, que celle-ci sera attentive. Attentive quant à la concrétisation des écritures correspondant à vos engagements. En ce qui me concerne, je serai très vigilant quant à ceux concernant les fonctionnaires, lesquels attendent que leur implication dans leurs tâches de tous les jours soit reconnue et récompensée. J'ai fait partie de cette famille pendant près de 40 années. Je connais bien leurs attentes, Monsieur le Ministre. Surtout, ne les décevez pas. Pour l'heure, vous avez ma confiance. Personnellement, je pense qu'il est important pour nos 2 institutions de montrer à nos compatriotes, à nos résidents de toutes nationalités confondues, mais aussi au-delà de nos frontières, que nous avons la capacité, ensemble, d'aborder et de régler les problèmes qui se posent à nous dans un esprit de concertation et de respect. Les sujets ne manquent pas. Il y a bien évidemment les récurrents, SBM, fonds de réserve, logement, circulation, priorité nationale, enfants du pays. Je m'arrêterai là, la liste serait longue. Et il y a les récents, comme le Yacht Club, et surtout celui des négociations avec l'Union européenne qui s'annonce. Mais aussi, plus tard, l'hôpital, l'extension en mer, voire d'autres. Ces sujets seront abordés lors du budget primitif 2015 avec la même détermination par la majorité, et ce, dans le but d'y trouver des solutions rapides et adaptées. En conclusion, et dans le respect de la parole donnée, je vais voter ce budget rectificatif 2014, Monsieur le Ministre, en souhaitant qu'il scelle entre nos 2 institutions un pacte de confiance, de respect et de responsabilité
dans l'intérêt du pays et de nos compatriotes. Je vous remercie. Merci, Monsieur Ficini. La parole est à Madame Amorati Blanc. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, Madame, Messieurs les conseillers du gouvernement, chers collègues. Ces séances publiques ont montré que les élus traitent de tous les sujets et de tous les problèmes rencontrés par les monégasques. Nous représentons l'ensemble de la communauté nationale dans le souci de la préservation de notre modèle économique et social avancé et dans celui de l'intérêt général. Les recettes de l'État ont été réévaluées à la hausse de 8,4% par rapport au budget primitif et donc dépassent le milliard. Les dépenses, elles aussi, ont suivi cette augmentation avec des investissements, mais qui doivent encore être réalisés. J'ai noté avec satisfaction que le gouvernement avait retiré la ligne budgétaire de l'ASM, qui, je le souhaite, ne réapparaîtra pas dans l'avenir sous une autre forme déguisée. Malgré l'excellent travail du service de l'emploi, de la cellule d'insertion des jeunes diplômés, de la cellule de veille du Conseil national, la priorité nationale est trop souvent bafouée par les établissements phares de Monaco, tels le Yacht Club et la SBM. Je reste toujours perplexe quand j'entends que le gouvernement se dit rester vigilant en ce qui concerne le Yacht Club, ce qui me paraît impossible sans budget prévisionnel, avec estimation du coût de fonctionnement et de l'entretien. Concernant le logement, nous avions demandé à ce que l'opération Angelin soit accélérée. Il y a effectivement une inscription de 20 millions d'euros, mais aucune précision sur le démarrage des travaux et encore moins sur la date de livraison de ces 140 appartements. Nous aurions dû voir les travaux commencer. J'ai confiance à notre président du Conseil national qui a su mener à bien les négociations avec le gouvernement. Mais je n'accorde pas la même confiance au gouvernement. Je préfère attendre que vos promesses se réalisent, car je n'ai pas été totalement convaincue et donc je m'abstiendrai pour ce budget. Merci. Merci Madame Amorati Blanc. Qui souhaite prendre la parole à présent? N'ont pas demandé la parole Monsieur Crovetto, Monsieur Grindin, Monsieur Pasquier, Monsieur Boisson, Monsieur Alavena, entre autres. Monsieur Pasquier, merci. Merci, Monsieur le Président. Ce qui est à moi est à moi, ce qui est à toi est à discuter. Cette formule résume assez bien l'attitude du gouvernement vis-à-vis du Conseil national. Vous nous avez récemment écrit, Monsieur le Ministre, au sujet de la Convention de La Haye pour nous expliquer que cette Convention internationale ne serait pas ratifiée par le Conseil national. En effet, selon votre argumentation, l'article 14 de la Constitution ne vous y obligeait pas, puisque cette convention n'avait pas d'implication budgétaire. Bien que cette convention allait nécessiter un suivi par des fonctionnaires, ceux-ci sont déjà en place et il n'y aura donc pas de dépenses supplémentaires. Sur le siège, vous avez conclu vos propos avec emphase en affirmant que votre feuille de route stipulait que votre devoir était de faire respecter la Constitution, non seulement à la lettre, mais aussi dans son esprit, et que vous n'aviez aucune latitude à faire autrement. Soit. Je ne reviendrai pas sur la faiblesse de l'argument. S'il suffit de muter quelques fonctionnaires d'un service à l'autre et en engager quelques autres pour remplir les tâches des premiers, il est bien clair qu'aucune convention internationale n'aura jamais d'incidence budgétaire et ne sera donc jamais ratifiée par le Conseil national sur cette base, en tout cas. Voilà donc, en ce qui concerne ce qui est à moi est à moi. J'aurais souhaité vous voir défendre avec la même passion d'autres articles de notre Constitution, notamment l'article 37, le budget national comprend toutes les recettes et toutes les dépenses de la principauté, et l'article 38, le budget national exprime la politique économique et financière de la principauté. Nous savons tous que des dépenses publiques sont financées en dehors du budget, par le Fonds de réserve constitutionnel, sans l'aval des conseillers nationaux. Cela va contre la lettre et l'esprit de la Constitution. Mais sur ce point, vous êtes restés silencieux. 2 poids, 2 mesures. Mais j'allais oublier, ce qui est à toi est à discuter. Comme vous, je suis tenu de respecter notre Constitution. C'est aussi pour cela que les monégasques m'ont élu. La seule arme dont je dispose est mon vote. Vous ne l'aurez pas, Monsieur le Ministre. Ne m'en voulez pas. J'ai cru comprendre que vous n'aimiez pas l'abstention. Je vote contre ce budget rectificatif. Merci. Merci, Monsieur Pasquier. La parole est à Monsieur Boisson. Non, ce n'était pas du bluff ou un effet de manche. Au niveau de frustration où se trouvaient les élus de la majorité et confrontés à l'impasse de ne pouvoir respecter leurs engagements légitimes envers les monégasques, ils étaient bien déterminés à ne pas voter ce budget, et moi aussi. Il ne s'agissait plus à ce stade d'un pas vers l'autre, mais l'urgence pour le gouvernement
d'enjamber le précipice qu'il avait creusé et dans lequel nous aurions sombré ensemble. Après cette phase de tension, ce sont des solutions positives qui ont rapproché les deux institutions. Comment rester insensible aux décisions du gouvernement d'offrir l'abonnement de bus aux scolaires, alors que l'an dernier, c'était un non catégorique, au retrait des 25 millions pour les travaux de l'ASM, à la construction d'un parking complémentaire de 400 places, alors qu'il n'était pas question de retarder les travaux de la SBM, aux dispositions financières pour les fonctionnaires, alors que rien ne pouvait être attribué en raison de l'absence d'inflation en France. La seule inquiétude résidait dans le délai de livraison des logements dont nous avons besoin d'ici 2018. L'état actuel des études ne permet pas d'avoir des certitudes écrites. Il faut donc se fier à une relation de confiance et prendre en compte l'engagement solennel du gouvernement princier. J'en prends acte. Si le gouvernement n'était pas capable de le respecter, ce serait d'une extrême gravité. Ces changements n'ont, à mon sens, rien à voir avec la magie, mais plutôt avec l'alchimie. Concrètement, cela se traduit par des inscriptions dans un budget qui, ne l'oublions pas, n'est qu'un rectificatif. Et puis, il y a tous les projets en cours. La loi sur le handicap qui est sur le point de nous parvenir, un programme triennal de travaux très chargé, des échanges studieux sur divers textes de loi et divers projets, tels que l'usine de valorisation énergétique de Trigénération, Testimonio 2, le parking jardin exotique, etc., etc. Néanmoins, j'invite le gouvernement à être toujours plus et encore mieux à l'écoute de nos compatriotes face à leurs problématiques financières, économiques, commerciales, libérales et industrielles, et à respecter et faire respecter la priorité nationale pour l'emploi et pour les marchés. Certains diront, une fois de plus, ils menaçaient de ne pas voter le budget et cette fois encore, ils l'ont voté. Parce que les objectifs sont atteints, je pense qu'il y a suffisamment de raisons pour que ce budget soit voté. Le but est-il de vouloir être en conflit avec le gouvernement et de ne pas voter le budget pour poser un acte politique partisan, ou de rechercher ensemble les solutions afin que ce budget soit voté? Parce que je considère sincèrement que les conditions sont réunies, je voterai ce budget rectificatif 2014. Merci, Monsieur Boisson. Qui souhaite prendre à présent la parole? Il y a près de 14 élus qui ont parlé. Monsieur Grindin. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre d'État, Madame, Messieurs les conseillers de gouvernement, mes chers collègues, mes chers compatriotes. Le vote du budget est un moment essentiel dans la vie démocratique de notre pays, car c'est le moment où l'élu peut et doit faire de la politique, c'est-à-dire vouloir les conséquences de ses choix. Il est assez risqué de voter contre, et il faut donc avoir de sérieuses motivations. Voici les miennes. Tout d'abord, je dirais que ce n'est pas parce que l'on ne paye pas d'impôts que l'on peut tout se permettre en matière de dépenses publiques. L'utilisation d'une maîtrise d'ouvrage déléguée pour la construction de l'Angelin provoquera un surcoût de 30 à 40% par rapport au budget initial. Le gain de temps pour la livraison le justifie-t-il? Ou bien est-ce là le prix à payer pour que la majorité soit docile? Un budget étant un engagement ferme, que dire des atermoiements concernant le projet Testimonio 2, pour lequel le gouvernement s'était engagé sans restriction en décembre 2012 pour une livraison en 2018. On peut être certain aujourd'hui que cet engagement ne sera pas tenu. Les assurances concernant l'Angelin suivront-elles le même chemin? Reconnaissez qu'on serait enclin à le croire. Les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent, et j'invite mes collègues de la majorité à bien estimer le juste prix du vote positif qu'ils ne manqueront pas de vous donner ce soir. Enfin, et j'ai gardé cet argument pour la fin, la distribution d'une prime aux fonctionnaires et retraités, pour généreuse que soit l'idée, et elle l'est, Monsieur le ministre d'État, ne peut s'exonérer d'une réflexion sur ce qu'est la justice redistributive. Je le redis ici avec gravité, votre proposition de pourcentage ne peut séduire que les hauts revenus et défavoriser les revenus modestes et moyens. Ceci, je ne peux l'accepter. Mon souhait est, à budget équivalent, l'attribution d'une prime égale pour tous, c'est-à-dire favorisant ceux qui en ont vraiment besoin. Malgré mon insistance,
secondé par l'UP en la personne du docteur Kuki, que je remercie. Je n'ai obtenu aucune garantie de votre part. Il faut dire que le président du Conseil national vous a aidé à botter en touche pour étudier cela, je cite, « plus tard ». Mais il ne saurait en être question. Pas question d'attendre, puisque l'affaire doit se régler ici, ce soir, politiquement, par notre vote. Donc, certainement pas plus tard. Cette complaisance coupable d'une partie de la majorité ne me surprend pas. Sommes-nous dans un échange de bons procédés? On serait enclin à le croire. Les recettes exceptionnellement bonnes de ce rectificatif sont à mettre au crédit de tous ceux qui œuvrent pour la prospérité et le développement de notre pays. Le gouvernement et vous-même, Monsieur le ministre d'État, en portent l'agréable responsabilité et je vous en félicite. Mais au-delà des bons résultats, je ne peux m'engager sur un rectificatif dont je n'approuve pas les perspectives. Je vous remercie. Merci, Monsieur Grinda. La parole est à Monsieur Clérici. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, Madame, Messieurs les conseillers de gouvernement, chers collègues, on reproche parfois et malheureusement souvent à juste titre aux candidats à une élection nationale de ne saluer les électeurs uniquement les jours précédant le scrutin. Eh bien, si l'on peut oser la comparaison, vous êtes, Monsieur le Ministre, infiniment plus réceptif et sensible dans ces moments pour vous cruciaux qui annoncent les débats budgétaires. Il est en effet pour le moins remarquable que nos sollicitations, nos requêtes, nos suppliques récurrentes ne trouvent quelque crédit à vos yeux qu'à cette période pour vous compliquée, mais pour nous déterminante. Que nul ne se méprenne pourtant, il n'existe aucun lien de parenté entre notre ministre d'État et Samantha, l'héroïne iconique de la célèbre série Ma sorcière bien-aimée. Ce n'est donc pas avec une simple vibration nasale qu'il parvient à résoudre un certain nombre d'équations apparemment compliquées, puisqu'insolubles aux autres moments de l'année, concoctées par ces mathématiciens de génie que sont les conseillers nationaux. La réalité est tout autre. C'est lors des séances privées préparatoires au débat budgétaire que la situation se débloque. Et cette fois-ci, plus que jamais, la détermination et la solidarité des élus de la majorité étaient telles que vous avez, je dois le souligner, montré des capacités de réaction tout à fait étonnantes, résolues avec une indéniable fulgurance l'essentiel des problèmes qui nous tenaient à cœur. J'en veux pour preuve quelques exemples. Tout d'abord, le retrait des 25 millions représentant la part que devait prendre l'État pour la rénovation du centre d'entraînement de la SMFC à la Turbie. La pugnacité et la solidarité des élus de la majorité a joué à plein, ne vous laissant pas d'autre choix. Ou encore les 20 millions que vous avez inscrits destinés à accélérer la livraison de l'opération L'Angelin, assortie d'un contrat moral qui nous lie désormais, vous et nous, et par lequel vous vous êtes engagés à revenir courant novembre avec des éléments concrets concernant les délais définitifs et le choix du promoteur retenu pour la maîtrise d'ouvrage délégué. Là encore, les élus de la majorité ne sont pas pour rien, et c'est une litote dans cette décision que nous attendions tous. Ou bien les 400 places de parking à Monte-Carlo que nous demandions depuis plus d'un an et que nous avons finalement obtenues de haute lutte dans le quartier des Spélugues. Une fois de plus, les élus de la majorité n'ont rien lâché. Vous êtes même allé plus loin, Monsieur le Ministre, en suggérant de reporter le million d'euros destiné à déplacer les cerfs du jardin exotique sur l'opération domaniale de petite envergure souhaitée par le groupe majoritaire que vous avez projeté rue Grimaldi et qui pourrait être réalisée avant fin 2017. Avec notre accord, la somme en question serait transférée à l'article frais d'études, d'urbanisme et de grands travaux. Enfin, vous avez accepté l'idée de donner un coup de pouce aux salariés de la fonction publique, même si les mesures préconisées ne correspondent pas tout à fait à ce que nous souhaitions, mais j'ai entendu vos arguments. Nous serons donc particulièrement vigilants dans les semaines qui viennent, Monsieur le Ministre, à ce que les cadeaux que vous avez mis pour nous dans votre hôte, si d'aventure vous trébuchiez, ne tombent en chemin. Je voterai en faveur de ce budget rectificatif 2014. Merci. Je vous remercie. Merci, Monsieur Clérici. La parole est à Monsieur Poirier. Merci, Monsieur le Président. Avant toute chose, je tenais à m'excuser de n'avoir pas pu assister au débat budgétaire de la semaine dernière. Monsieur le Ministre, j'avais une contrainte impérieuse, mais bien agréable, je vous rassure. Je ne vous cache pas mon étonnement devant tant de satisfecit dans l'hémicycle, parce que finalement, depuis le budget primitif 2014, en dehors des déclarations d'intention, qu'est-ce qui a réellement changé? Commençons par le budget rectificatif. En fait, il serait plus juste d'appeler celui-ci un budget modificatif. On sortait de l'esprit d'un budget d'ajustement du primitif, puisque certaines lignes apparaissaient alors qu'elles ne figuraient pas au budget primitif. Face à l'insistance des élus, le gouvernement a revu sa copie, enlevant ce qui n'aurait jamais dû apparaître.
Je n'ai pas oublié la commission consacrée au nouveau Yacht Club, un bâtiment magnifique dont nous pouvons tous être très fiers. Nous avons eu droit à un cours magistral de marketing stratégique sur le yachting dans le monde et à Monaco. Certes, intéressant, mais j'aurais aimé savoir si le Yacht Club avait les moyens de ses ambitions, comment allait évoluer l'organigramme si des partenariats étaient noués, disposer d'une projection sur 3 ou 5 ans des dépenses et des recettes en fonction d'hypothèses. Mais là encore, c'était apparemment trop demandé. Et puis surtout, c'était à ce point confidentiel que les élus n'étaient pas dignes de recevoir ces informations. Je n'ai pas oublié le dossier relatif au traitement des déchets. La première commission plénière d'études m'a laissé un goût d'inachevé, tant j'avais des questions à poser et tant il m'a semblé que nous n'étions pas là pour définir ensemble, gouvernement et Conseil national, une politique globale de traitement de nos déchets, mais pour donner quitus au gouvernement pour des choix déjà pris ou à prendre. Hasard du calendrier, ce matin même se tenait une commission des concessions. Une nouvelle fois, nous avons souligné à Madame le conseiller notre souhait de participer à l'étude du dossier, ce qui est totalement différent que d'être informé de son avancement. Les informations nous arrivent, en effet, que ce soit par la presse d'ailleurs ou par les correspondances officielles. Mais ce n'est pas ce que nous vous demandons. Nous voulons travailler sur les dossiers avec vous et participer au débat d'idées. J'ai l'impression que sur ce dossier, comme sur d'autres, vous ne voulez pas nous associer au processus d'étude, vous voulez nous informer de vos décisions. Je n'ai pas oublié non plus que lorsqu'un fonds français rachète 55% de notre opérateur de télécommunications, pilier de notre souveraineté nationale avec le code PI 377, détenteur d'un monopole sur l'ensemble des services de télécommunications, vous considérez qu'il n'est pas nécessaire d'informer les élus durant la phase d'étude ni au moment du choix, tout cela parce que le cahier de concession n'était pas modifié. Ce n'est que début septembre que nous avons pu avoir les premières informations orales sur la vision du nouvel actionnaire, mais toujours rien sur le pacte d'actionnaires et les nouvelles règles de gouvernance, par exemple. Ces éléments font partie du dossier Monaco Télécom, nous les attendons. Et peut-être, cerise sur le gâteau, excusez-moi de l'expression, mais en date du 11 septembre dernier, vous écriviez aux membres de la commission des concessions, sous le sceau de la confidentialité, pour nous informer qu'une concession venait d'être modifiée, alors même que les élus n'avaient pas été invités à donner leur avis. Donc, que le cahier de concession soit modifié ou pas, cela ne change pas, vous avez décidé de vous passer de nous, voilà ce que je retiens. Demande de conclure, s'il vous plaît, mon cher collègue. Je n'ai pas m'éterniser, la question est simple. Quel rôle voulez-vous donner au Conseil national, Monsieur le ministre ? Mon engagement, je vous en prie, mais... Mon engagement en politique n'est pas nouveau. 3 mandats au Conseil communal, à présent au Conseil national. À chaque fois, la motivation de servir dans le pays est là, de travailler pour participer à construire un Monaco de demain, celui de nos enfants. Le débat d'idées est intéressant, motivant, enrichissant. Il est au service de la collectivité. Je vous le redis, Monsieur le ministre, vous avez mon engagement total pour travailler sur les dossiers, comme nous l'avons déjà fait dans le domaine législatif, et plus particulièrement... Monsieur Poirier, s'il vous plaît. Je termine. Avec le vote très prochain de la loi sur le handicap, car oui, il faut aussi savoir le reconnaître, il y a des dossiers qui avancent bien, c'en est la parfaite illustration. Pour le budget primitif 2014... Non, Monsieur Poirier, je suis désolé. C'est ma phrase de conclusion. Merci. Je me suis abstenu, appelant de mes voeux un changement de méthode de travail et de relation avec l'Assemblée. Je ne peux que m'abstenir ce soir, vous l'aurez compris. Merci. Merci, excusez-moi, mais il faut que la règle soit respectée pour tout le monde. Merci. La parole est à Monsieur Alavena. Merci, Monsieur le Président. Je ne peux commencer cette intervention sans évoquer le climat un peu tendu dans lequel la majorité vit depuis un moment. Bien sûr, j'ai ma part de responsabilité, je ne la fuis pas, je l'assume. C'est ma conception du rôle de l'élu. Je refuse l'omerta. Je refuse la nécessité de laver son linge sale qu'en famille, faute de quoi on ferait le jeu de la minorité. Je n'accepte pas l'argument que critiquer la majorité fait le jeu de la minorité. Je n'accepte pas que critiquer la majorité obligerait à la quitter. Je veux une majorité qui réussit parce qu'elle corrige ses erreurs, pas parce qu'elle essaye de les cacher tant bien que mal. Et quand la minorité a raison, je revendique de le dire, ce qui me donne d'autant plus de crédibilité pour la critiquer quand elle a tort, ce qui est quand même assez fréquent. L'an dernier, lorsque je n'ai pas voté comme la plupart de mes collègues, c'était vu comme l'expression de la richesse d'une majorité plurielle, de la diversité de nos débats, et c'était la vérité. Aujourd'hui, une partie de cette majorité n'accepte plus le débat, n'accepte plus la critique ou la remise en cause. Ce sectarisme est dangereux. Il est la négation de notre philosophie originelle, de l'ADN d'Horizon Monaco. Il est temps d'en prendre conscience avant que les tensions ne deviennent des fractures. Notre Constitution, ou l'usage que nous en faisons, ne donne aux élus que 2 occasions dans l'année de s'exprimer politiquement, le vote des 2 lois de budget. Cet usage conduit d'abord à des séances interminables,
puisque les élus n'ont aucune autre occasion d'aborder publiquement certains sujets d'importance ou de détail. Ils le font dès que possible, au détour d'une ligne budgétaire. C'est pourquoi, sans qu'il n'y ait de ma part l'intention de dévoyer l'esprit de nos institutions, je crois qu'il est temps de réfléchir à des adaptations, peut-être à la création de séances publiques régulières, au cours desquelles toutes les questions pourraient être abordées. Ça éviterait de prendre le budget comme alibi. Autre conséquence, on ne vote pas le budget pour lui-même, mais en tenant compte de tout un contexte. Pendant les 6 premiers mois de cette année, tout a conforté, renforcé mes votes dubitatifs de l'hiver 2013. Ce qui s'est passé depuis septembre n'est pas suffisant pour moi. Je ne crois pas que vous ayez corrigé certaines choses au dernier moment juste pour obtenir un vote tranquille, mais je ne peux crier victoire, comme nombre de mes collègues. Je ne refuse pas, Monsieur le ministre, de vous faire confiance. Je dis simplement que j'attends de voir, pour voir ce qui va réellement se passer. J'espère sincèrement, pour les monégasques, pas pour la majorité uniquement, que les promesses pourront être tenues. Aujourd'hui, j'ai trop de doutes du fait de l'année 2013 et du premier semestre 2014. Je m'abstiendrai donc à nouveau ce soir. J'espère sincèrement que c'est la dernière fois. Merci, Monsieur Alavena. La parole est à Monsieur Ritt. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président de la Commission des Relations extérieures, vous savez toute la valeur que j'attache au principe de l'Union et à la force qu'elle nous confère. Votre remise en cause publique récente de l'action de notre Président dans le domaine de l'Europe, non motivée et faite au nom d'un insolite engagement d'honnêteté intellectuelle à l'égard d'un élu de la minorité, est peu propice à resserrer les éclisses de notre union majoritaire. Je veux croire que vous avez un instant oublié que cette même honnêteté intellectuelle vous engageait bien plus fort encore vis-à-vis de cette majorité qui vous a, à l'unanimité derrière son président, confié son mandat en matière de relations extérieures. Monsieur le ministre, l'édition originale de ce budget rectificatif hors norme, le 30 juin 2014, proche de l'insolence, concrétisait la dégradation de nos relations institutionnelles. Le 22 juillet, dans une déclaration publique, nous vous demandions, par la voix de notre président, un changement radical et rapide de méthode et de traitement du Conseil national et de ses élus. Lors des commissions plénières budgétaires de septembre, ce même Conseil national, fort parce que solidaire, a demandé au gouvernement de remanier profondément ce budget rectificatif et lui a fait part de sa détermination. Et rompant avec un triste usage, ces demandes n'ont pas eu lieu dans le cadre d'arrangements opaques de personne à personne, mais dans celui d'un débat parfaitement digne entre un gouvernement et un conseil. Monsieur le ministre, votre réponse positive, concrétisée par les articles amendés d'un véritable budget bis, nous apporte 2 preuves fondamentales. Celle du bon fonctionnement du système de gouvernance de notre pays et celle également de l'autisme irresponsable de certains élus de la minorité qui, refusant de comprendre les subtilités de ce système, sont prêts à le remettre en question en réclamant si fort le droit d'amendement budgétaire que toute l'Europe a le plaisir de les entendre. Pour ma part, estimant avoir enfin perçu un tournant dans la forme de nos échanges qui, cette fois, répondent mieux aux attentes du Conseil et considérant que ce budget rectificatif est devenu acceptable sur le fond, je le voterai. Cela répond, de plus, à mon souci de voir gouvernement et Conseil national montrer, hors les murs, dans une actualité très européenne, un front uni. À ce propos, Monsieur le ministre, je conçois que l'article 13 de notre Constitution soit pour vous un obstacle infranchissable, qui vous empêche de donner satisfaction à la demande unanime du Conseil national de se voir, en la personne de son président, associé à toutes les phases de la prochaine négociation avec l'Union européenne. Pourtant, soyez-en sûrs, c'est là la seule voie qui peut permettre à ce Conseil, en cas d'accord signé, d'exercer son devoir constitutionnel de ratification, sa conscience restant libre de l'éventualité d'avoir à s'opposer a posteriori à une décision souveraine. C'est pourquoi je vous demanderai solennellement d'être l'interprète du Conseil national auprès du prince souverain et de lui faire part de ce souhait qui se confond avec celui de voir la principauté devenir euro-pérenne, mais pas européenne. Merci, Monsieur Ritt. La parole est à Monsieur Crovetto. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, Madame, Messieurs les conseillers de gouvernement, mes chers collègues, lors du budget primitif 2014, en décembre dernier, je m'étais abstenu, dans l'attente notamment d'engagements concrets sur le lancement de nouvelles opérations domaniales avant le budget rectificatif 2014. Il s'agissait des opérations intermédiaires indispensables pour limiter la pénurie de logements pour nos compatriotes,
mais qui ne parviendront pas encore à créer notre fameuse réserve domaniale de transition. Avons-nous eu des éléments concrets concernant ces opérations? La réponse est non. Selon votre expérience de conseiller municipal français que vous avez bien voulu partager avec nous, Monsieur le ministre, je devrais donc voter contre. En dehors du logement, sujet majeur à mes yeux, le gouvernement a soufflé le chaud et le froid. Parmi les points négatifs, la SBM, bien entendu, avec, entre autres, votre obstination, pour faire plaisir à son président peut-être, de ne pas profiter des travaux du Sporting d'hiver pour faire 2 étages de parking public supplémentaires. Il s'agissait pourtant d'une mesure de bon sens. Et l'idée de parking des Spélugues sortie de votre chapeau n'est clairement pas satisfaisante, et nous en reparlerons demain. En revanche, j'ai noté avec satisfaction notre volonté commune d'attirer des entreprises innovantes à Monaco. Vous avez marqué l'intérêt pour la création d'un fonds d'investissement dévolu à ces dernières. On pourra donc avancer sur la mise en place d'une telle structure. On pourra également réfléchir à des moyens pour faciliter leur hébergement, avec peut-être la création d'une pépinière d'entreprise et le remboursement du crédit impôt recherche en liquidité pour une durée limitée et pour un montant limité. Il s'agit d'investissements, bien entendu, mais le développement de ces entreprises procurerait des emplois aux Monégasques et résidents, des ressources aux caisses sociales et des entrées fiscales, TVA, impôt sur les bénéfices, à terme pour l'État. N'oublions pas que le chiffre d'affaires des entreprises monégasques, hors activité financière, était en baisse de 10% sur le premier semestre 2014. J'estime qu'un élu doit pouvoir avoir de la constance et le sens de la responsabilité. C'est pour cela, Monsieur le ministre, que je m'abstiendrai sur cette loi de budget rectificatif, dans l'attente donc d'éléments concrets sur le logement, tant pour le contrat de l'Angelin que pour les opérations intermédiaires. Mais rassurez-vous, ce ne sera pas le cas demain. Je vous remercie. Merci, Monsieur Crovetto. La parole est à Madame Lavagna. Merci, Monsieur le Président. À l'issue des séances publiques d'examen du budget rectificatif 2004, force est de constater que d'un point de vue comptable, les résultats sont satisfaisants. Force est aussi de constater que les demandes du Conseil national ont toutes été prises en compte et même inscrites, ce qui démontre une intention de faire, les écrits engageant toujours plus que les paroles. Force est de constater également qu'il est indécent de se plaindre de la qualité de vie à Monaco. À cet égard, je tiens à souligner qu'en ce qui concerne la polémique stérile concernant le port d'une tenue uniforme pour le sport, je trouve anormal que l'on prenne les enfants en otage pour ce qui n'est que de très peu d'importance. En effet, ne pas voter le budget pour le fonctionnement de nos écoles reviendrait à punir les jeunes sur l'autel de la polémique stérile. L'école, c'est sacré. C'est l'avenir de nos enfants qui en dépend. Chacun peut avoir son avis, mais ne remettons pas en cause nos fondamentaux pour des épiphénomènes. Aujourd'hui, une question fondamentale se pose à nous, celle d'un accord avec l'Union européenne. L'avenir de Monaco et de nos enfants en dépend. C'est la raison pour laquelle nous en parlerons. Car si dans cette institution, nous ne parlons pas d'avenir, alors ne parlons de rien. C'est la raison pour laquelle le Conseil national restera vigilant quant à l'association de son président aux discussions qui auront cours à propos d'un éventuel accord avec l'Union européenne. Ainsi que l'a fort bien dit le docteur Ritt, cette association doit être liminaire à toute discussion. Nous savons que tout éventuel accord aura nécessairement des conséquences budgétaires et législatives. Il serait donc irrespectueux de nos institutions de ne pas associer le Conseil national à ces pourparlers officiellement entrepris. Nous resterons vigilants sur cette question fondamentale, comme nous nous y sommes engagés. Pour discuter valablement, la première urgence est d'être d'accord entre nous pour défendre au mieux les intérêts de Monaco et des Monégasques. La confiance que vous nous demandez ce soir doit être réciproque et nous ne saurions la concevoir autrement. En conclusion, je dirais 3 mots. Bienveillance, vigilance, confiance. Bienveillance, car tout va plutôt bien à Monaco à la lumière de ce qui se passe dans le monde actuellement. Vigilance, car cela pourrait ne pas durer si la négociation avec l'Union européenne était mal gérée. Confiance, car c'est le seul moyen d'avancer face aux défis importants qui nous attendent. Je voterai donc pour le budget rectificatif.
Merci Madame Lavagna. La parole est à Monsieur Svara. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, Madame, Messieurs les conseillers, chers collègues, un budget rectificatif permet toujours de réajuster la politique d'un État en fonction de la conjoncture économique, de la réalisation des programmes d'investissement, de l'état des recettes, du contrôle des finances publiques par rapport au budget. Alors revenons tout d'abord brièvement à la base de réflexion de ce budget, en l'occurrence la vérité des chiffres qui sous-tendent les prévisions. Ce budget primitif est le premier budget de la principauté à dépasser le milliard d'euros, tant en recettes qu'en dépenses, niveau symbolique traduisant l'importance de l'économie monégasque et, pour l'anecdote, niveau annoncé il y a près de 5 ans par le président du Conseil national, alors membre de l'opposition. Des recettes en hausse de plus de 13% par rapport au budget 2013, des dépenses en hausse de 14,5% comparé à 2013, avec une augmentation de près de 27% des dépenses d'équipement et d'investissement et un excédent des recettes de 107 000 euros, confirmant la politique menée par le gouvernement depuis 4 ans d'un retour à l'équilibre de nos finances publiques. Il y a la vérité des chiffres, mais au-delà de cet aspect strictement budgétaire, il y a également les demandes précises formulées par la majorité, constituées de mesures planchers, véritables points d'achoppement des discussions, et qui ont occasionné de nombreuses séances privées entre gouvernement et Conseil national. Et sur les 4 points qui étaient pour nous, majorité, fondamentaux, le gouvernement nous a entendus. Je veux parler du retrait des 25 millions d'euros pour le centre d'entraînement de la Turbie, le crédit supplémentaire de 20 millions d'euros pour accélérer la livraison de l'opération L'Angelin, la construction des parkings supplémentaires dans le cadre du projet SBM et le coup de pouce au pouvoir d'achat des personnels de la fonction publique. Sur ce dernier point, je fais entièrement confiance au gouvernement pour attribuer cette prime de la manière la plus équitable possible. Pour conclure, il me semble que les relations gouvernement-Conseil national ont évolué favorablement ces 4 derniers mois. Le climat général est plus apaisé. Plus d'écoute, plus d'attention, plus d'échanges, une volonté toujours plus grande de trouver des réponses aux questions dans l'intérêt de la principauté, des Monégasques. Il y a de la grandeur à tout faire pour éviter l'impasse. Gouvernement et Conseil national s'y sont employés avec succès. Je voterai pour ce budget rectificatif 2014 en restant extrêmement vigilant sur les points obtenus. Merci. Merci. La parole est à Madame Rossi. Monsieur le ministre, Madame et Messieurs les conseillers, chers collègues, après ces 2 jours passés à l'étude du budget rectificatif 2014, nous sommes aujourd'hui arrivés à la conclusion de ces nombreuses heures de débat. Ce fut un budget rectificatif surprenant et exceptionnel. Exceptionnel parce que nous avons parlé de milliards, surprenant parce que le budget rectificatif a subi de manière inhabituelle de nombreuses écritures modificatives. Le Conseil national a été entendu sur certains points et on peut constater une avancée en ce qui concerne les relations entre nos 2 institutions. Ainsi, le gouvernement a pu comprendre que certaines choses n'étaient pas acceptables. Je fais confiance au gouvernement afin que l'on n'évoque plus le projet de l'ASM de quelque manière que ce soit. Que ces crédits servent plutôt à mettre en place de manière urgente un projet qui touche tous les Monégasques, mais aussi les résidents et leurs familles, à savoir la création de structures sportives supplémentaires de qualité à la hauteur des ambitions sportives de Monaco. Vous l'avez bien dit dans votre rapport, Monsieur le Ministre, la pratique intensive du sport est un des atouts majeurs de l'attractivité de Monaco. J'ai bien noté vos engagements sur l'opération L'Angelin et sur les 2 nouvelles opérations domaniales, sur la prime des fonctionnaires et sur la construction de parkings supplémentaires. J'ai aussi compris que vous vous engagez à nous communiquer toutes les avancées sur les négociations avec l'Union européenne. Nous serons particulièrement vigilants sur ce point. Les engagements sont là, les études sont programmées, alors j'attends avec impatience que tout cela se concrétise. Parce que vous avez fait un pas vers nous, je vais suivre Monsieur le Président Marc Burini et je vote ce soir en faveur du budget rectificatif 2014 en espérant que vous ne trahirez pas ma confiance. Je vous remercie. Merci Madame Rossi. La parole est au vice-président Monsieur Steiner.
Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, à certaines occasions, dire ce que l'on pense est plus qu'un devoir, c'est un plaisir. Plaisir que je ne saurais me refuser, même s'il est teinté d'une certaine tristesse, en faisant remarquer au Président des Relations extérieures que son attitude durant ce budget n'est pas sans rappeler les cloches de Luther, celles qui appellent à la messe sans jamais aller à l'office. Ceci étant dit, je reviendrai sur ce qui nous intéresse ce soir. Monsieur le ministre, Madame, Messieurs les conseillers de gouvernement, chers collègues, voici venue l'heure de sanctionner par notre vote l'examen de ce budget. Chacun s'est exprimé ce soir suivant ses convictions, étayées par les débats publics de ces derniers jours, dont les fondations sont les commissions privées qui ont réuni gouvernement et Conseil national presque dans sa totalité. Je ne vais pas nous faire perdre plus de temps et je vous dirai, Monsieur le ministre, que je sanctionnerai ce budget par un vote positif. Les choses étaient mal parties, mais le gouvernement a su faire sien les 4 points essentiels posés par notre majorité qui conditionnaient le vote de ce budget. Certes, ces 4 points ne sont pas les 14 points de Wilson, mais ils ont comme but d'établir entre nos deux institutions des relations apaisées. Ainsi, les crédits que vous avez su supprimer, comme ceux que vous avez inscrits à ce budget rectificatif rectifié, justifient, Monsieur le ministre, celui que je vous accorde. Le crédit, comme la confiance, est à la fois rare et fragile. Comme cette dernière, il ne s'accorde qu'une fois, pour la réalisation future d'une action, d'une proposition ou d'un projet. C'est donc bien là de l'avenir dont il s'agit. Certaines de nos demandes ont été réalisées. Les autres, concrétisées par des inscriptions budgétaires complémentaires, attendent leur matérialisation sur le terrain, redéfinissant ainsi les budgets à venir comme la question de confiance permanente. Merci. Merci beaucoup, mes chers collègues. Monsieur le ministre, est-ce que vous souhaitez dire un mot, ou peut-être tout à l'heure? Bien, je vous remercie. Monsieur le ministre, Madame, Messieurs les conseillers de gouvernement, chers collègues, chers compatriotes, voilà qui conclut 2 soirées de débat public et 3 soirées de débat privé dans les premiers jours de septembre. Nous pouvons le dire ce soir, ces séances ont eu un point commun. Elles ont montré une écoute attentive et constructive du gouvernement. Celle-ci s'est traduite, dans les faits, par décisions politiques fortes pour un budget rectificatif. Nous avons donc ce soir, et j'ose l'espérer durablement, dépassé, Monsieur le ministre, le stade des intentions ou des déclarations d'intention. Le gouvernement est passé aux actes politiques, en modifiant substantiellement le projet de loi de budget rectificatif qui nous avait soumis le 1er juillet dernier. Avant de lister avec satisfaction, mais aussi avec vigilance, les avancées conséquentes obtenues par le Conseil national grâce à la pugnacité et à la détermination froide mais forte de sa majorité, j'aimerais partager avec vous les raisons de ce changement d'attitude. Je l'ai dit jeudi à l'ouverture des débats, la Haute Assemblée n'est pas dans la stratégie. Elle est dans la méthode qui s'inscrit pour l'ensemble des élus dans le temps. Cette méthode est basée sur les conditions d'une concertation en amont entre nos deux institutions pour parvenir à l'accord des volontés qui est notre cadre intangible et immuable. Cette méthode a porté ses fruits sur ce budget rectificatif car, outre la parfaite préparation des conseillers nationaux qui ont participé activement à ces séances, le gouvernement a compris qu'il n'y avait pas, avec cette majorité, de troc institutionnel, une habitude malsaine, à terme, pour la qualité de nos rapports. En effet, vous aurez affaire dans cette enceinte à des partenaires exigeants, quelquefois sévères, mais épris de raison et de clarté, qu'il ne faut regarder ni de loin ni de haut. C'est la règle du jeu, et quand elle est appliquée avec loyauté, c'est la seule règle qui, en principauté, ait fait ses preuves dans le temps. La loyauté, voilà un mot qui revêt pour moi la plus grande importance. Nos rapports, Monsieur le ministre, ne peuvent perdurer de façon constructive que s'ils s'inscrivent dans ce principe. Sérieux dans le travail du gouvernement commun avec le Conseil national, clarté dans nos rapports, tels sont les ingrédients indispensables, intemporels, qui nous permettront de faire avancer l'intérêt général et de défendre les grands équilibres du pays.
Beaucoup d'élus majoritaires ont fait référence ce soir à ces avancées. Je vais en énoncer quelques-unes de façon synthétique. D'abord, les recettes. Elles sont exceptionnelles en cette année 2014. Vous nous avez confirmé ce soir que les résultats à fin septembre sont encore dans la même tendance. Je m'en réjouis. Deux principes s'imposent à nous. Le premier consiste à en restituer une partie pour la fonction publique. Vous avez tenu compte de nos demandes de juillet dernier, même si vous auriez pu aller plus loin. Le deuxième principe exige de nous de mettre en réserve ces excédents et particulièrement en accentuant les rachats au fonds de réserve. Nous sommes là sur la bonne voie, y compris dans la décision commune sur la nature et les montants de ces rachats par l'intermédiaire de la commission de placement de fonds en amont avec le Conseil national. Pourquoi cette prudence? Tout simplement parce que nos réserves foncières s'amenuisent et que nous devons trouver au plus vite un ou plusieurs substituts à la manne immobilière qui a permis à la principauté cette prospérité depuis 50 ans. Il nous faut, enfin, diversifier nos ressources. Voilà un défi pour les 20 ans qui viennent. Ensuite, sur le logement domanial, l'opération Angelin au jardin exotique et son gros œuvre vont donc commencer dès novembre prochain, sans attendre le permis de construire, pour rattraper le retard du début 2014, pour que les Monégasques puissent en disposer début 2018. Les crédits sont inscrits dans notre loi de finances, nous veillerons à leur bonne exécution. Nous attendons donc le rétro-planning de ce chantier majeur pour notre réunion privée du 6 novembre prochain, ainsi que celui des deux opérations médianes dont nous avons finalement obtenu le principe. Nous attendons les détails, les précisions, le coût, le nombre d'appartements, les délais sur ces opérations. Quand le gouvernement veut quelque chose, il peut faire preuve d'une grande efficacité. Vous l'avez montré à de nombreuses reprises, il s'agit là de détermination dans votre volonté politique. Concernant la Société des Bains de Mer, nos préoccupations sur la situation sociale et financière de la société sont intactes. Et le débat qui s'est tenu ici n'a pas fait avancer les choses. Ce statu quo est une source d'inquiétude grandissante. Le gouvernement, qui est notre interlocuteur privilégié sur ce dossier, doit trouver les moyens de faire avancer, de faire bouger la situation. Sinon, nous allons au-devant de sérieuses difficultés dans les mois qui s'annoncent au milieu des gigantesques travaux place du Casino. Même si je ne souhaite pas anticiper le débat de demain soir sur la désaffectation dans le secteur place du Casino, nous prenons acte d'une part du cinéma transféré sur le site du Théâtre Princesse Grace, et ce à titre définitif, comme nous l'avions demandé, et d'autre part du principe de la construction d'un parking de 400 places dans ce quartier sur un terrain appartenant à la Société des Bains de Mer, dont la fin des travaux doit se terminer avant la fin du chantier du Sporting d'hiver. Vous nous avez également donné des éléments supplémentaires aujourd'hui par courrier. Nous mesurerons sur ce sujet précis, comme sur les engagements en matière de logement, la qualité de la loyauté institutionnelle du gouvernement envers le Conseil national. Je souhaite désormais en venir à deux sujets clés qui ont été abordés dans le cadre de ce budget rectificatif. Deux thèmes politiques majeurs qui sont un point de clivage fort entre la majorité et la minorité et sur lesquels nous devons informer nos compatriotes de façon précise. Je veux redire les choses clairement si certains ne l'avaient pas encore compris. La majorité a une ligne claire sur le Conseil de l'Europe et l'Union européenne, celle qui l'a guidée pendant la campagne et qui l'engage aujourd'hui. À ce jour, nous ne disposons pas d'informations précises, je dis bien précises, sur les contours de la négociation avec l'Union européenne. Nous ne disposons pas d'une étude d'impact réelle sur les conséquences directes et indirectes d'une telle démarche. Et nous émettons donc de sérieuses réserves sur les risques de cette négociation dans ces conditions. De plus, nous n'avons pas non plus d'éléments sur le contenu du mandat. Par conséquent, nous attendons donc une proposition du gouvernement sur les modalités selon lesquelles le Conseil national, assemblée élue des Monégasques, sera associé à ce processus. La minorité, quant à elle, s'est exprimée très clairement en déclarant que ces négociations sont une chance pour Monaco et pourront nous apporter beaucoup. Ce n'est pas, à ce jour, notre vision des choses.
Je rappelle donc ce soir solennellement, comme je viens de vous le demander, à ce que la Haute Assemblée soit associée à cette démarche, comme en son temps dans le cadre des négociations avec la France en 1963, tout en respectant nos principes constitutionnels. Par exemple, les règles fondatrices de l'Union européenne contreviennent naturellement à la priorité nationale et pourraient modifier nos équilibres internes, tant économiques que sociaux à terme. En 2014, force est de constater que les chiffres nous le prouvent et sont là, les faits sont têtus. La principauté a toujours été européenne de par sa position géographique, elle se porte bien et son modèle économique est solide. Si nous pouvons partager l'idéal civilisationnel européen, nous ne pouvons cautionner la dilution de nos particularismes dans le chaudron d'une union qui lisse, qui norme, qui broie, qui aseptise, bien sûr, pour le bonheur des nations qui la composent. Les Monégasques ne comprendraient pas qu'ils puissent regarder, sans rien dire, ce que l'on fera de leur pays à Bruxelles ou à Strasbourg. Ce n'est pas un repli sur soi, c'est une affirmation nationale dans une ouverture au monde que Monaco a toujours portée. Le point de rupture avec certains élus s'illustre encore plus concernant la démarche officielle, faite et réitérée en séance publique, d'introduire dans notre Constitution un droit d'amendement budgétaire. Cette réforme aurait pour conséquence de faire de la principauté une monarchie parlementaire. Eh bien, nous n'en voulons pas, c'est clair, précis, limpide. Nous l'avons dit au moment des élections et les Monégasques ont tranché. Ce serait la fin de nos particularismes et la fin de notre régime institutionnel avec la réussite et la prospérité que nous connaissons tous. Avant de conclure, et après ces mises au point qui me paraissaient nécessaires, je voudrais ce soir vous dire combien notre pacte majoritaire nous engage avec les Monégasques qui nous ont envoyé les représenter ici pour 5 ans. C'est la seule ligne qui nous guide. Nous sommes comptables, individuellement et collectivement, de nos engagements devant eux. La parole donnée et son respect dans le temps nous obligent chaque jour. Pour ma part, cela a un sens et ça n'est pas négociable. Ceux qui, pour des raisons personnelles, auraient des velléités de retarder le projet politique majoritaire voulu par une forte majorité de compatriotes se trouveront isolés ou marginalisés dans un proche avenir. Les élus responsables ont trop conscience de leur rôle pour laisser s'installer un flottement politicien stérile qui n'a pas sa place dans la démarche commune et construite que nous avons lancée depuis 18 mois. Monsieur le ministre, vous l'aurez compris, je voterai donc ce budget rectificatif. Je le vote sans arrière-pensée, sans faux-semblant. Je le vote franchement, je le vote parce qu'il est le fruit de notre travail, gouvernement, Conseil national. Je le vote car maintenant, il nous oblige tous. Je vous demande de considérer le vote du Conseil national ce soir comme une nouvelle étape dans nos rapports qui semblent prendre la bonne voie. Ce n'est pas la fin d'une histoire, c'est le début d'une autre dimension dans ces rapports. Que le gouvernement en soit conscient, chacun des élus ici, ce soir, partira, une loupe à la main. Nous serons attentifs à ce que chaque ligne budgétaire, chaque engagement pris soit tenu. Après les déclarations, le vote. Après le vote, la démonstration et les actes. Car au fond, c'est cela la politique. Et c'est pour cela que nous nous engageons au service du pays et de nos compatriotes. Je vous remercie. Monsieur le ministre, est-ce que vous souhaitez dire un mot ? Simplement, peut-être pour remercier, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers nationaux qui ont exprimé leur motivation de vote. J'ai bien écouté. Je voudrais donc tous les remercier et dire plus particulièrement à ceux d'entre vous, à celles et à ceux d'entre vous qui ont décidé de voter en faveur de ce budget, que je les remercie, que sans un vote positif du Conseil national, il n'y a pas de projet mis en œuvre et que la responsabilité commune que nous partageons,
c'est de mettre en œuvre des projets au service des Monégasques et des résidents. Et puisque la distinction entre l'exécutif et le législatif est un sujet qui est souvent évoqué, je dirais qu'après votre vote positif, le gouvernement va exécuter. C'est un des premiers sens du terme exécutif. Le gouvernement va exécuter votre vote positif. Seulement d'ailleurs le positif, je le précise. Donc, ce vote n'est pas interprété par le gouvernement comme un blanc-seing, comme un moment pénible, long, qu'on aurait passé de manière courtoise, de manière constructive, mais enfin qui serait fini maintenant et on passerait à autre chose de sérieux. Non, le gouvernement va exécuter. Et il va le faire de son mieux, avec la mobilisation de tous ses fonctionnaires et ses agents de l'État, pour que ce que vous avez voté positivement, avec un oui, s'incarne dans le terrain, se traduise concrètement dans les faits. Donc, on pourra juger sur les actes, mais en tout cas, la volonté du gouvernement est celle que je viens de décrire, et je me félicite, pour terminer, que nous ayons, au fil de ces séances privées, trouvé, je crois, un bon mode de fonctionnement entre le gouvernement et le Conseil national, entre l'exécutif et le législatif, de manière ouverte, sans accord occulte, de manière partagée par tous. Et là, je rejoins Monsieur le Président pour me féliciter en mon nom et au nom de mes collègues du gouvernement de cette méthode de travail que je souhaite voir se poursuivre. Voilà, je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le Ministre, de vos propos. Sans tarder, je vais donc mettre ce budget et l'article 1er aux voix. Monsieur le Secrétaire général, est-ce que vous pouvez en faire lecture, s'il vous plaît? Article 1. Les recettes affectées au budget de l'exercice 2014 par la loi numéro 1404 du 20 décembre 2013 sont réévaluées à la somme globale de 1 068 770 400 € état A. Merci. Je vous demande donc pour le procès-verbal de lever la main. Y a-t-il des avis contraires sur cet article 1er? Pas d'avis contraire. Y a-t-il des abstentions? Pas d'abstention, donc je vous demande de lever la main pour qui est pour cet article 1er. Monsieur Pasquier, Monsieur Robillon, Monsieur Grinda, Monsieur Boéry, Monsieur Crovetto, Madame Rossi, Monsieur Barilaro, Madame Fresco, Monsieur Poyer, Madame Rouguignon, Monsieur Cuqui, Monsieur Burini, Monsieur Stener, Monsieur Ritt, Madame Lavagna, Monsieur Alavena, Monsieur Boisson, Monsieur Robineau, Monsieur Clérici, Monsieur Svara, Madame Amorati-Blanc, Monsieur Ficini, Monsieur Elena et moi-même. Procéder à la lecture de l'article 2, s'il vous plaît. Article 2. Les crédits ouverts par la loi susvisée pour les dépenses du budget de l'exercice 2014 sont modifiés et fixés globalement à la somme maximum de 1 068 663 100 €, se répartissant en 727 955 200 € pour les dépenses ordinaires état B et 340 707 900 € pour les dépenses d'équipement et d'investissement état C. Merci. Je mets donc l'article 2 aux voix. Y a-t-il des avis contraires? Monsieur Pasquier, Monsieur Robillon, Monsieur Grinda, y a-t-il des abstentions? Monsieur Crovetto, Monsieur Cuqui, Monsieur Poyer, Monsieur Alavena, Monsieur Robineau, Madame Amorati-Blanc. Qui vote pour? Monsieur Boéry, Madame Rossi, Monsieur Barilaro, Madame Fresco, Madame Rouguignon-Vernin, Monsieur Burini, Monsieur Stener, Monsieur Ritt, Madame Lavagna, Monsieur Boisson, Monsieur Clérici, Monsieur Svara, Monsieur Ficini, Monsieur Elena et moi-même. Nous passons à l'article 3. Article 3. Les recettes des comptes spéciaux du Trésor prévues par la loi susvisée sont réévaluées à la somme globale de 66 59 600 €, état D. Merci. Je mets donc cet article 3 aux voix. Y a-t-il des avis contraires? Pas d'avis contraires. Y a-t-il des abstentions? Bien. Qui vote pour cet article 3? Monsieur Pasquier, Monsieur Robillon, Monsieur Grinda, Monsieur Boéry, Monsieur Crovetto, Madame Rossi, Monsieur Barilaro, Madame Fresco, Monsieur Poyer, Madame Rouguignon-Vernin, Monsieur Cuqui, Monsieur Burini,
M. Stener, M. Ritt, Mme Lavagna, M. Alavena, M. Boisson, M. Robineau, M. Clérici, M. Svara, Mme Amorati-Blanc, M. Ficini, M. Elena et moi-même. Nous passons à l'article 4. Article 4. Les crédits ouverts par la loi susvisée au titre des comptes spéciaux du Trésor pour l'exercice 2014 sont modifiés et fixés globalement à la somme maximum de 83 203 500 €. État D. Merci. Je mets cet article 4 aux voix. Y a-t-il des avis contraires? Monsieur Pasquier, Monsieur Robillon, Monsieur Grinda. Y a-t-il des abstentions? Non. Qui vote pour cet article 4? Monsieur Boéry, Monsieur Crovetto, Madame Rossi, Monsieur Barilaro, Madame Fresco, Monsieur Poyer, Madame Rougaignon-Vernin, Monsieur Cuqui, Monsieur Burini, Monsieur Stener, Monsieur Ritt, Madame Lavagna, Monsieur Alavena, Monsieur Boisson, Monsieur Robineau, Monsieur Clérici, Monsieur Svara, Madame Amorati-Blanc, Monsieur Ficini, Monsieur Elena et moi-même. Je mets à présent aux voix l'ensemble de la loi de budget. Qui vote contre la loi de budget du budget rectificatif 2014? Monsieur Pasquier, Monsieur Robillon, Monsieur Grinda. Qui s'abstient? Monsieur Crovetto, Monsieur Poyer, Monsieur Cuqui, Monsieur Alavena, Monsieur Robineau, Madame Amorati-Blanc. Qui vote pour? Monsieur Boéry, Madame Rossi, Monsieur Barilaro, Madame Fresco, Madame Rougaignon-Vernin, Monsieur Burini, Monsieur Stener, Monsieur Ritt, Madame Lavagna, Monsieur Boisson, Monsieur Clérici, Monsieur Svara, Monsieur Ficini, Monsieur Elena et moi-même. Je vous remercie. Monsieur le ministre, Madame, Messieurs les conseillers de gouvernement, ceci clôture les travaux concernant le budget rectificatif. Je vous donne donc rendez-vous demain à 17 h, je crois, pour la séance publique concernant la désaffectation d'une parcelle publique, d'une parcelle domaine public avenue Princesse Alice, près du Sporting d'hiver, qui concerne la Société des Bains de Mer, et également jeudi 9 octobre, à la même heure, pour examiner le projet de loi modifiant la loi numéro 839 du 23 février 68 sur les élections nationales et communales, modifié et par un certain nombre de dispositions relatives à ces élections. Mes chers collègues, je vous rappelle que le gouvernement va nous présenter le budget primitif 2015 et donc je vous demande s'il vous plaît de rester assis et nous allons donc clôturer cette séance. Je vous remercie.